Bonjour à tous. Merci beaucoup donc, à la BPI pour l'invitation. Moi, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Charles Flao, je travaille à la Direction Générale des Entreprises sur la décarbonation des industries de santé. Et j'ai un petit problème de chaise, malheureusement, mais ça va se régler. Donc, pour vous parler rapidement du sujet qu'on va aborder aujourd'hui, en fait, on a commencé à travailler maintenant il y a plus de 2 ans sur la décarbonation de l'industrie pharmaceutique. Et donc on a travaillé grâce au comité stratégique de filière qui regroupe donc l'ensemble des industriels de la santé. Il y a le SICOS qui est présent ici. Il y a bien sûr la FEFIS, le LEM, le GEM, donc les génériqueurs, et qui ont donc œuvré ensemble pour essayer déjà de poser un premier diagnostic sur les émissions de l'industrie pharmaceutique en France. En parallèle, il y a aussi eu un travail mené en lien avec le Shift Project, donc qui est un think tank de décarbonation et qui nous a permis déjà de poser ce diagnostic et de se dire, bon, déjà, qu'est-ce que c'est les émissions de l'industrie pharmaceutique? Et donc, à partir de là, on a fait 3 principaux constats qui étaient très nets. Je pense que le premier constat, c'est de se dire que déjà, les émissions du système de santé en France, vous avez peut-être vu ces chiffres, c'est 8% des émissions nationales, dont la moitié pour les médicaments et les dispositifs médicaux. Donc c'est quand même pas rien, c'est quand même un énorme gisement. Et donc c'est quelque chose qu'il a fallu qu'on traite et sur lequel on devait agir. Le deuxième constat, c'est que très souvent, on a parfois l'impression que les émissions sont liées au packaging, au conditionnement, au transport du médicament, alors qu'en fait pas du tout. Ça, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Et il y a toute une partie qu'on ne voit pas qui est liée à la production du médicament en lui-même, souvent la production du principe actif, et qui s'explique parce que donc, déjà ce sont des procédés complexes qui nécessitent de grandes quantités de solvants, d'intrants, de réactifs, qui nécessitent de chauffer des cuves qui ont parfois lieu dans d'autres continents, très souvent même, qui ont lieu ailleurs. Et donc ça, c'est des procédés qui sont énergivores, et c'est là que sont les principales émissions des médicaments. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, évidemment, on est allé voir nos producteurs de médicaments pour demander voilà, quelles seraient les solutions, comment on fait pour améliorer notre empreinte carbone, comment on fait pour réduire les émissions liées aux médicaments. Et je pense que la réponse était assez nette. Et ça, c'est vraiment le troisième constat donc, qu'on a pu faire. C'est en fait, on a déjà des normes environnementales qui sont exigeantes en Europe, en France. On a des producteurs, on a des industriels qui sont capables de réduire leurs émissions, d'améliorer leurs procédés de synthèse, de réduire la quantité de solvants, d'utiliser des solvants plus verts pour réduire l'empreinte carbone de leurs produits de santé. Mais on n'est pas encore en capacité d'utiliser cette donnée et de l'utiliser dans nos achats. Et je pense que ça, on va également en parler après. La difficulté, c'était de se dire, voilà, on veut utiliser cette donnée d'empreinte carbone, valoriser l'empreinte carbone des médicaments, mais on n'est pas capable de le faire parce que on n'a pas de méthode vraiment propre, harmonisée, qui nous permette de calculer l'ensemble des empreintes carbone de tous les médicaments et de les comparer pour valoriser les industriels, les producteurs qui sont capables de réduire et qui ont mis en place en tout cas les meilleures actions de réduction d'empreinte carbone de leurs médicaments. Et donc je pense que ça, c'était vraiment une des propositions qui était la clé de voûte de la stratégie qui a été mise en place et qui était à la fois proposée par le Shift Project mais aussi par le CSF, et qui était de dire, voilà, il faut qu'on commence par une méthodologie de calcul de l'empreinte carbone des médicaments qui permette d'être harmonisée, comparable, robuste, fiable, et qui nous permettent de dire après, de donner un outil vraiment aux acheteurs qui, eux, ont la volonté d'intégrer cette nouvelle dimension dans leurs appels d'offres, de donner l'outil vraiment qui leur permette de dire, voilà, moi je sais quelle est l'empreinte carbone de mes fournisseurs, et donc je l'utilise au même titre que le prix, au même titre que la qualité, et au même titre que la sécurité d'approvisionnement que je peux avoir grâce à ce fournisseur. Donc voilà, j'utilise ça comme critère dans le marché public. Et donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui plusieurs intervenants avec qui on a travaillé tout au long de ce projet. Et donc on a d'abord Sébastien Tamit, qui est président d'Ecovamed. Bonjour. Madame Cécile Klinger, qui travaille à la PHP sur les achats. Je suis directrice de la transformation écologique et de la santé environnementale à la PHP. Merci beaucoup. Et donc Gilles Barrère, qui est secrétaire général du groupe Séquence, je crois. Bonjour à tous. Et donc voilà, et donc sans plus attendre, pour essayer d'aborder vraiment ce sujet avec les différentes parties prenantes qui ont participé à ce travail tout au long de ce sujet,
Donc, Sébastien, donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la genèse de ce projet? Je suis désolé pour ma chaise. De la genèse de ce projet et des principaux choix méthodologiques qui ont été faits le long de la réalisation de ce travail. Oui, très bien. Comme ça a été indiqué juste auparavant, donc c'est le comité stratégique de filière qui a fait une étude donc, sur la décarbonation des industries de santé. Et dans la dizaine ou la quinzaine de recommandations, il y avait une des recommandations qui était on veut bien décarboner, mais ça serait bien d'avoir une méthodologie sur laquelle on puisse s'appuyer. Parce qu'il existe des normes internationales, GHG Protocol, ISO 14067, mais ces normes sont utilisées pour tous les produits et ne sont pas spécifiques aux produits de santé. Et donc l'idée, c'était d'avoir quelque chose de spécifique aux produits de santé qui aide, qui guide les industriels, mais également les professionnels de santé pour l'interprétation. Et donc, c'est suite à ces recommandations du comité stratégique de filière que les ministères de l'économie, de la santé, la CNAM, ont pris le sujet en main. Et donc, Ecovamed, qui est une société spécialisée dans l'analyse de cycle de vie et l'évaluation de l'empreinte carbone des médicaments, des DM et des parcours de soins, a été sélectionné du coup par l'État pour accompagner la rédaction de cette méthodologie. Donc, non seulement avec les autorités, mais également avec les industriels. Donc la FEFIS, le LEM, le SICOS, le GEM ont participé à l'élaboration de cette méthodologie, mais également les professionnels de santé via les centrales d'achat, via de nombreuses centrales d'achat et d'établissements. Et donc voilà, ça a été un travail collaboratif. Et pourquoi faire une méthode sur le médicament? Donc ça a été dit un peu auparavant, si on veut faire des choix au niveau notamment des achats hospitaliers, c'est mieux de savoir ce qu'on achète. Et le sujet n'est pas aussi simple que pour une voiture ou de l'électroménager où on a une belle étiquette ABCDE. Parce que sur ces objets, c'est la phase d'utilisation qui prédomine. Et donc, à partir d'une étiquette sur la consommation, on a 80%, 90% de l'impact. Le médicament, comme expliqué, c'est beaucoup plus complexe parce que ça se passe en amont. D'où l'intérêt d'avoir une méthodologie. Et alors, sur les principaux choix méthodologiques, parce que j'enchaîne sur la deuxième question, sur ces choix méthodologiques, tout d'abord, l'idée, c'était que ce soit conforme aux normes que j'ai citées avant. Donc, GHG Protocol, ISO, parce que le but n'était pas de faire quelque chose de différent, mais de s'appuyer sur ce qui existe et de le rendre plus spécifique, plus prescriptif. Parce que le but, c'est de comparer. Et quand on utilise ces normes-là, on ne peut pas comparer parce qu'il y a trop de choix méthodologiques qui sont offerts par les normes, étant donné que ces normes adressent de multiples secteurs. Et donc là, l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui à la fois soit simple et robuste. Donc robuste, ça veut dire qu'il faut que ce soit très prescriptif sur les choix méthodologiques. Et c'est ce qui permet que des produits puissent être comparés. Et simple, eh bien là, ça a été plutôt des choix qui ont été faits sur l'accompagnement méthodologique, quels critères on prend, quelle base de données, quel choix d'allocation, enfin des choix très très techniques et un peu ennuyeux, mais qui permettent de simplifier la tâche pour l'ensemble de la chaîne industrielle qui fournit les laboratoires, mais pour les laboratoires également, avec un outil qui a été mis en place. Et donc l'idée à la fin, c'est d'avoir un peu un chiffre unique, une empreinte carbone unique qui soit facile à interpréter par les établissements de santé. Et à la fois pour les acheteurs, mais à la fois pour les médecins ou pharmaciens qui peuvent faire de l'éco-conception des soins. Et dernier point sur la méthodologie, le choix a été fait de se focaliser sur le carbone et pas sur 16 impacts. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand on fait 16 impacts, ça devient assez compliqué à interpréter, mais également plus compliqué à faire. C'est pas impossible, mais c'est un peu plus compliqué. Et certes, il y a des laboratoires qui sont très avancés, mais il y a aussi des centaines de laboratoires de taille moyenne qui n'ont pas aujourd'hui les ressources ou l'expertise d'un certain nombre de grands laboratoires pour le faire. L'autre point, c'est que c'est beaucoup plus incertain. Il y a beaucoup d'impacts aujourd'hui où les méthodologies ne sont pas aussi robustes que l'empreinte carbone. Donc là, on peut introduire des biais et des incertitudes beaucoup plus élevées. Et dernier point, c'est qu'il y a aussi une méthodologie qui est mise en place au niveau international sur ces 16 impacts. Donc il ne fallait pas être redondant, il fallait être conforme à ces méthodologies, mais pas être redondant. C'est le PAS 2090 qui a plus un but d'éco-conception
pour s'améliorer en prenant en compte un panel beaucoup plus large. Ok, et donc maintenant, une fois que ce travail a été réalisé, qu'est-ce que vous voyez comme prochaine étape, comme grande difficulté à venir? Quelles sont encore les prochaines dimensions qu'il faudra donner à ce travail pour un peu transformer l'essai de ce qui a été fait jusqu'à présent? Un certain nombre d'établissements et de centrales d'achat ont déjà, on va dire, mis en application avant l'heure ces demandes, parce que certains avaient déjà commencé, avant même que la méthodologie existe, à demander donc des empreintes carbone à leurs fournisseurs. Et c'est ça la prochaine étape. La prochaine étape, c'est de commencer à le faire, parce qu'on apprend en marchant. Le principal enjeu, c'est de collecter la donnée. Notamment chez ses fournisseurs. Et ça, tant qu'on ne commence pas à leur demander, ils ne vont jamais la générer. Et pour la générer, ça prend plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. Donc le prochain enjeu, c'est de commencer à communiquer auprès de sa chaîne de valeur quand on est exploitant pharmaceutique ou laboratoire pharmaceutique, pour que la chaîne de valeur commence à faire ses évaluations, et puis commencer à le faire dans ses usines aussi, en tant qu'exploitant ou laboratoire. Parce que c'est vraiment là l'enjeu principal, même si cette empreinte carbone reste beaucoup plus simple qu'une analyse multi-impact. Il y a quand même un enjeu là. Et donc, le corollaire de ça sera aussi la mise en place d'une vérification, parce que qui dit critères discriminants après à de multiples endroits, il faut aussi être sûr de la donnée. Et donc là, l'État est en train de mettre en place avec le CROFRAC un processus d'accréditation pour que des entreprises puissent vérifier et qu'on ait toute cette robustesse qui était cherchée initialement. Voilà. Merci. Ce qui fait une transition de quoi avec le point de vue de séquence. Vous, en tant qu'industriel, en tant que producteur de chimie fine, comment vous intégrez cette nouvelle dimension? Comment vous allez chercher ces données? Comment vous percevez en tout cas la mise au point de cette méthodologie? Alors déjà, le chiffre n'a pas été rappelé, mais juste pour vous donner des ordres de grandeur, le principe actif, c'est à peu près 40% des émissions d'un médicament, mais c'est moins de 5% du prix. Prenez une tablette de paracétamol, vous l'achetez 2 €, il y a 8 grammes de paracétamol dans la tablette. Le paracétamol, sur les marchés, ça se vend autour de 5 € du kilo. Je vous laisse faire la règle de 3, on est à 2% du prix. Donc 2% du prix, et sur le paracétamol, on est à 50-60% de l'empreinte carbone. Donc quelque part, le problème, il est chez nous. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Donc nous, pourquoi on va réduire l'empreinte carbone de nos productions? Le premier élément, c'est notre responsabilité sociétale. Évidemment, on a besoin de pérenniser nos activités, on a besoin d'éviter de consommer des matières, d'éviter de consommer de l'énergie, d'améliorer systématiquement notre procédé pour rester compétitif, et donc par ce biais, on réduit la décarbonation. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Le deuxième objet, c'est la contrainte. Donc on contraint les industriels à décarboner. Le problème, et ça a été dit tout à l'heure, cette contrainte, on la met que sur les producteurs européens. Résultat, en 2008, le paracétamol est parti en Chine. Donc est-ce que ça marche? Non, puisque on importe des émissions carbonées de Chine, et finalement l'impact sur le changement climatique est identique, voire pire, puisqu'en Chine, ils consomment essentiellement du charbon pour produire leurs principes actifs. Donc la partie contrainte existe, mais a montré ses limites. Et après, ce qu'on vient de faire, c'est la partie valorisation. Mais là, la partie valorisation d'un médicament avec une empreinte carbone faible est aujourd'hui inexistante. Donc nous, on a la particularité d'être présente sur beaucoup de secteurs. Donc on est présente sur la cosmétique, sur les batteries, sur l'énergie, sur la défense, etc. Et la santé, c'est clairement le secteur le plus en retard de très, 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 très loin. C'est-à-dire que les contraintes et les valorisations que font un L'Oréal sont sans commune mesure par rapport à un Sanofi. C'est des sociétés qui sont sœurs, hein, elles ont pratiquement le même actionnariat, etc. Et pourtant, L'Oréal est très en avance, Sanofi est plutôt très en retard. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? La première chose pour alerter notre client, c'est la mesure. Et c'est une mesure de l'empreinte carbone fiable. Combien émet le paracétamol made in France, combien émet le paracétamol made in China, combien émet l'aspirine made in France, combien émet l'aspirine made in China. Donc nous, on accueille ça positivement, puisque tous les efforts qu'on a été contraints de faire ou qu'on a voulu faire par nos engagements sociétaux, finalement, nous, tout ce qu'on espère, c'est qu'ils soient valorisés par nos clients, ce qui n'a pas été le cas ces 20 dernières années. Est-ce que vous pensez du coup comment vous percevez l'application de cette méthodologie? Est-ce que vraiment, chez vous, ça peut avoir un impact
donc d'avoir cette utilisation de cette mesure dans les marchés publics. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un signal prix lors de la tarification? De quoi avez-vous besoin pour vraiment être en capacité de générer des décisions vertueuses, que ce soit chez vous, mais aussi surtout chez vos clients? Alors concrètement, un projet de décarbonation, soit il coûte rien et il est déjà fait depuis 20 ans, soit il coûte et il faut que les clients l'achètent. Sur la partie pharmaceutique, on a la particularité d'être sur un marché très régulé. Donc qui dit marché régulé, c'est l'État qui fixe le prix. Donc l'État nous fixe la contrainte, mais le prix n'est pas du tout impacté par la valorisation de l'empreinte carbone. Donc il y a un vrai hiatus là où sur la cosmétique, comme je l'ai dit, un L'Oréal valorise une empreinte carbone plus faible. Donc il y a clairement des enjeux de prix, puisque si on a un prix plus élevé, on peut investir dans des procédés décarbonés qui sont par construction, encore une fois, moins compétitifs, parce que s'ils étaient plus compétitifs, il y a bien longtemps qu'on aurait investi. Donc ça, c'est le premier élément. Après, pour illustrer un peu ce propos très théorique, je vais vous donner deux exemples, un bon exemple et un mauvais exemple. Bon exemple, paracétamol, signal politique ultra fort, c'est-à-dire on veut relocaliser la production de paracétamol. Les clients qui s'engagent sur le long terme, on veut acheter du paracétamol à faible empreinte environnementale. UPSA, Opella ont acheté du paracétamol à faible empreinte environnementale, se sont engagés sur le long terme. Nous, industriels, on est sous-traitants de l'industrie pharmaceutique. On regarde en R&D s'il existe un procédé, on propose à nos clients et à l'État un prix, on investit. Derrière, à la fin, on a une usine qui sera en service en 2026 pour le bénéfice de nos clients. Point positif. Maintenant, j'ai un autre exemple malheureusement négatif sur une molécule qui a à peu près les mêmes fonctions, l'aspirine. L'aspirine, on l'a produit en France depuis 130 ans. Concrètement, là-dessus, on a une empreinte carbone 2 à 3 fois inférieure à la Chine ou l'Inde. 3 fois pour l'Inde, 2 fois pour la Chine. Et il n'y a aucune valorisation de nos clients, mais alors aucune espèce de valorisation par nos clients. Et seul le prix compte. Et là, concrètement, chaque année, on voit les volumes de production qui diminuent et finalement la production qui se délocalise petit à petit vers les pays comme l'Inde et la Chine, qui sont les deux seules autres alternatives à une production européenne. Donc, quelque part, à la fin, on voit que le signal politique peut porter, mais il faut étendre ça à l'ensemble des molécules. Et le dernier point important, c'est qu'au-delà d'étendre ça à l'ensemble des molécules, moi, concrètement, avec mon usine de paracétamol, je peux faire la moitié des besoins européens. S'il n'y a que la France qui s'engage, je vais remplir 10% de mon usine. Donc ça ne marchera pas. L'aspirine, avec ma petite usine à Lyon, je fais un tiers des besoins mondiaux. Donc vous comprenez bien que s'il n'y a que la France qui s'engage, franchement, ce n'est pas avec vos milligrammes d'aspirine que vous consommez par an, vous calculez à la fin les grammes, vous regardez notre usine qui fait des millions de tonnes, des milliers de tonnes, pardon, pas encore des millions, vous verrez que c'est vraiment petit. Donc concrètement, il faut que l'Europe s'engage et il faut que le monde s'engage dans cette dynamique. Néanmoins, l'initiative de la France peut permettre d'ouvrir des portes, derrière de faire prendre conscience à nos clients que finalement, il y a de la valeur à aller chercher là-dessus, que sur la pharma, il n'y a pas que les molécules innovantes qui comptent, il y a aussi des molécules un peu plus anciennes où il y a de la valeur à aller chercher. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'impact sur le prix sera dérisoire. Vous multipliez le prix de mon paracétamol par 2, ça augmente le prix de la tablette de 4 centimes. Voilà. Merci beaucoup. Ça rejoint du coup le dernier sujet qu'on voulait aborder, qui était évidemment l'alignement politique international, avec ce besoin d'avoir vraiment... nous, on peut montrer la voie et dire, voilà, la France est un peu motrice sur ce sujet, on a mis au point cette méthodologie, mais c'est vrai qu'on a besoin de s'aligner avec nos homologues européens, avec l'Angleterre, avec les États-Unis, avec l'Australie notamment, et essayer d'avoir vraiment une synergie d'États, en tout cas pour s'aligner déjà sur le principe de demander la même méthodologie à chacun, parce que évidemment, si chaque État commence à demander sa propre mesure à chaque industriel, on s'en sort plus, et en fait ça crée de l'inertie auprès des industriels, ça leur crée du travail supplémentaire, et donc c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Et l'idée du coup, c'est vraiment d'avoir un travail commun qui soit l'idée par tout le monde et sur lequel on puisse s'aligner pour s'assurer qu'on demande une mesure qui est simple à réaliser et qui ait de l'impact sur l'ensemble, en tout cas, des marchés occidentaux. Et donc, pour parler maintenant du côté des acheteurs, qu'est-ce que vous avez mis en place déjà à la PHP autour de l'empreinte carbone des médicaments, et quelles sont vos attentes autour de ce nouvel outil? Donc à la PHP, c'est vrai qu'on est engagé sur la décarbonation de nos activités depuis plusieurs années.
Pour rappel, la PHP, c'est 38 hôpitaux, principalement en Ile-de-France, environ 90 000 agents et 2 millions de tonnes de CO2 par an. On fait notre bilan carbone de façon annuelle. Donc pour reprendre le chiffre qui a été donné tout à l'heure, chez nous, le médicament, à l'échelle de notre bilan carbone, c'est environ un tiers. Donc si on veut décarboner nos hôpitaux, on est obligé de s'intéresser aux médicaments parce que c'est un tiers de nos émissions au total. Donc pour décarboner l'usage ou en tout cas les émissions liées aux médicaments, il y a plusieurs choix de côté professionnel de santé qu'on attaque tous en même temps, évidemment. Donc on peut travailler sur le gaspillage, on peut travailler sur la juste prescription, mais on travaille aussi, évidemment, sur les achats et pour faire en sorte d'essayer d'acheter les produits de soins les plus vertueux. Or, c'est vrai que, de nouveau, ça fait des années qu'on demande à nos fournisseurs des informations sur leur approche environnementale, mais faute de données jusqu'à présent, ce qu'on leur demandait, c'était des informations très générales sur leur entreprise. Typiquement, on allait demander leur bilan carbone, on allait demander leur plan de sobriété énergétique ou leur plan de déplacement. C'est intéressant, mais ça ne donne pas vraiment d'informations sur le produit qu'on est en train d'acheter. Donc nous, cette méthodologie qui a été développée, elle va vraiment répondre à une attente de nos acheteurs, à une attente qu'on a pour essayer de faire des choix plus éclairés. Et c'est vrai que là, on est dans les starting blocks. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est vraiment ce système de validation par des tiers indépendants qui vont pouvoir nous assurer que les facteurs qui seront envoyés par nos soumissionnaires à nos appels d'offres seront bien comparables, qu'ils auront bien appliqué la méthodologie d'une façon homogène et que donc ce sera bien une base pertinente et rigoureuse pour nos acheteurs pour pouvoir discriminer entre plusieurs fournisseurs. Ensuite, ce qu'il faut bien aussi avoir en tête, c'est que du point de vue professionnel de santé, c'est absolument indispensable de connaître les facteurs d'émission des médicaments. Mais nous, ces médicaments, on les utilise dans un cadre, dans un contexte qu'il faut aussi prendre en compte. Je vais prendre un exemple concret pour vous expliquer. Si on revient sur le paracétamol, en tant que professionnel de santé, on a plusieurs façons d'administrer le paracétamol. On peut donner un comprimé au patient ou on peut prendre du paracétamol sous forme liquide et le mettre sous forme intraveineuse avec un cathéter, une perfusion, etc. L'empreinte carbone de l'administration de ce médicament, c'est ça qu'on veut diminuer à la fin. Et en fait, si on regarde juste le facteur d'émission du comprimé ou du flacon de paracétamol, potentiellement, il n'y a pas tant de différence que ça. Mais si on prend en compte l'ensemble de l'acte médical, avec le cathéter, la perfusion, l'aiguille, le pansement, etc., là, d'après la littérature, et ça a été confirmé par les calculs qu'on a fait aussi en interne, le facteur de différence, il est entre 4 et 60. Donc potentiellement, c'est 60 fois plus émissif d'administrer du paracétamol sous forme intraveineuse que sous forme de comprimé. Donc c'est vrai qu'à la PHP, on a développé un outil qui s'appelle Carbone et qui permet justement d'estimer les émissions de gaz à effet de serre associées à un acte médical. Et c'est ça qui intéresse nos professionnels de santé à la fin, parce que c'est ça leur quotidien. Donc les facteurs d'émission des médicaments vont être absolument indispensables pour travailler sur ces questions et pour, in fine, accompagner nos professionnels vers le bon choix, en tout cas le choix le plus vertueux. Évidemment, la qualité, la sécurité des soins passe avant tout, mais ensuite, si on peut ajouter un argument écologique aussi pour aider les médecins et les prescripteurs à choisir la bonne, typiquement, administration ou le bon acte médical, très clairement, nous, c'est ce sur quoi on travaille et ces outils vont nous être très utiles pour alimenter ces réflexions. Et ensuite, nous, on a besoin de regarder bigger picture, on va dire, pour avoir une approche très rigoureuse de l'ensemble de notre contexte. Merci beaucoup. Et donc, c'est vrai que là, pour l'instant, on a fait ce travail-là sur les médicaments, parce que c'était vraiment ce qu'on voit principalement, c'est le plus facilement comparable. Mais donc, ça pourra être utilisé dans les appels d'offres. Et donc, en fait, ça donne la capacité, en tout cas aux professionnels de santé, de comparer deux médicaments strictement identiques. Donc on a le paracétamol qui sera produit par Séquence par exemple ou par un autre laboratoire où ça donne vraiment la possibilité de choisir entre deux modes d'administration d'un même médicament sous la même galénique avec la même posologie. Mais c'est vrai que pour passer à cet acte médical, il faudra ensuite inclure de nouvelles façons de faire, y compris le mode de traitement qui là est souvent propre à chaque praticien et souvent propre à chaque hôpital. Et en tout cas, nous, ce qu'on va faire maintenant, il y a beaucoup de sujets qui vont arriver, mais en tout cas, ce sera une méthodologie sur les dispositifs médicaux qu'on va essayer de lancer d'ici à la fin de l'année pour avoir vraiment ce pendant pour les dispositifs médicaux, ce qui permettra en tout cas aux professionnels de santé d'utiliser à la fois l'empreinte des médicaments, l'empreinte du dispositif utilisé et d'avoir cette vision sur l'intégralité de l'acte médical. Et donc, je pense pour conclure très rapidement, ce qui est important de retenir, en tout cas, c'est que déjà, ça a été un travail collaboratif qui a pris beaucoup de temps, qui a intégré beaucoup de parties prenantes, que ce soit au niveau des industriels, des laboratoires pharmaceutiques, des académiciens, des professionnels de santé.
On a vraiment essayé de faire en sorte que ce ne soit pas une nouvelle contrainte, en tout cas qu'on impose aux entreprises. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous a guidés tout le long du développement de cet outil. Donc, ce n'est pas une nouvelle contrainte, mais c'est vraiment quelque chose qui nous sert à valoriser les actions déjà mises en place par nos entreprises. Et l'idée, c'est de donner, d'outiller les professionnels de santé qui, eux, ont vraiment cette appétence-là pour qu'eux puissent, après, dans leurs choix médicaux, faire la différence. Et en fait, nous, vraiment, c'est ça. On veut faire quelque chose qui est simple, robuste, donner l'outil aux professionnels de santé et eux, après, vont faire la différence et vont changer leurs pratiques, vont orienter le marché vers des productions plus vertueuses. Et c'est un peu comme ça qu'on espère réduire l'empreinte carbone des médicaments en France. Merci à tous. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'ai une question concernant les biomédicaments. Vous avez parlé, je pense, beaucoup des petites molécules. Et qu'est-ce qu'il en est des biomédicaments, tant en termes d'administration qu'en termes de production? Je sais que chez Séquence, vous avez racheté Cell4Cure, donc vous avez peut-être une idée déjà sur ce sujet. Alors, excellente question. Après, nous, on essaye de comparer. Enfin, nos clients nous disent ce dont ils ont besoin. Donc, soit ils ont besoin de biomédicaments et on leur produit des biomédicaments, soit ils ont besoin de petites molécules et on leur produit des petites molécules. Après, nous, dans nos procédés, on essaye de le faire en réduisant notre empreinte carbone. Ensuite, comparer un biomédicament à une petite molécule, c'est extrêmement complexe. Ça dépend des petites molécules. On a des petites molécules avec des voies de synthèse qui sont extrêmement compliquées, jusqu'à 15, 20, 30 étapes, avec énormément de solvants qui sont embarqués, où là, effectivement, on va agir sur le niveau de solvant, sur la voie de synthèse en elle-même et sur nos matières premières. Là où sur les biomédicaments, ça va être plutôt la chaîne du froid, ça va être plutôt la partie transport qui coûte très cher, puisqu'un biomédicament, en général, est approvisionné parfois par avion directement à un patient donné. Donc là, l'empreinte carbone va pas vraiment être dans le process de production, ou alors le process de production, c'est des CTA, des groupes froids ou des choses comme ça, qui ont une consommation électrique, et on a l'avantage d'être basé en France avec un parc électronucléaire abondant. Mais l'empreinte carbone de la synthèse, je veux dire du procédé de production, en elle-même est relativement faible. C'est-à-dire que le scope 1 est quand même très très faible sur le biomédicament. C'est essentiellement de l'électricité, et ensuite c'est le scope 3 aval, à savoir le transport et la distribution. L'eau sur le biomédicament, non. Alors sur l'environnement, oui, effectivement, l'eau peut avoir une empreinte carbone, puisqu'en général, quand on met de l'eau sur des procédés très intensifs, c'est de l'énergie. Mais là, sur la bioproduction, la partie eau, c'est relativement faible, avec une empreinte carbone relativement réduite. Mais oui, en général, quand on fait une empreinte carbone, et notamment avec Ecovamed nous propose toujours l'option Life Cycle Assessment, puisque la plupart de nos clients derrière demandent une analyse environnementale complète. Puisqu'évidemment, si j'ai une empreinte carbone très faible, mais que je consomme énormément d'eau dans un pays qui a une faible ressource en eau, je n'aurais pas gagné à la faire. Et pour compléter, la méthodologie officielle des autorités françaises s'applique totalement aux biomédicaments et a même été fait pour le rendre assez simple, parce que le biomédicament, comme indiqué juste avant, ça ne dépend pas vraiment de matières premières. Alors, il y a des milieux de culture cellulaire, il y a des tampons, il y a quand même des matières, mais ce n'est pas ça qui pèse. C'est beaucoup l'énergie pour produire de l'eau pure, pour avoir un environnement stérile. C'est beaucoup de consommables qui sont utilisés. Et donc, on a proposé dans la méthodologie une façon assez simple de le faire sans sous-estimer les choses, parce que c'est très souvent sous-estimé, le biomédicament. Donc là, c'est assez simple, on ne sous-estime pas. Et comme ça, ça permet d'avoir déjà une première vision, et notamment pour les parcours de soins, où ces biomédicaments souvent sont très très élevés en impact carbone, plus parfois que les petites molécules. Et ils soignent mieux aussi parfois que les petites molécules, donc on en a besoin. Sur le biomédicament, il y a une grosse partie énergie. C'est vraiment ça le point, et notamment consommation électrique et consommation de chaleur. Il y a une partie chaîne du froid, comme indiqué, transport, c'est-à-dire que parfois, pour un biomédicament, on peut avoir 30 kg de conditionnement pour 100 grammes de biomédicaments. Mais ça, c'est les contraintes aussi, mais ça peut s'optimiser. Et après, c'est tous les consommables à usage unique qui sont utilisés pour la production, qui peuvent avoir un impact important.
Et donc là, c'est aller avec les fournisseurs. Donc là, ce n'est pas les fournisseurs de principes actifs, mais c'est les fournisseurs de consommables. Parce que le biomédicament, contrairement aux médicaments d'origine de synthèse, il est souvent fabriqué par le laboratoire, alors que les médicaments d'origine de synthèse, c'est souvent des sous-traitants. Donc les chaînes de valeur sont assez différentes. Mais il y a également beaucoup de pistes différentes de celles du médicament de synthèse à explorer. Et sur les études qu'on fait, on voit des possibilités de réduire de 20-30% l'empreinte carbone d'un biomédicament. C'est pas mission impossible. Et si on prend le parcours de soins en plus, et là je peux en parler parce qu'on travaille avec de nombreux hôpitaux, notamment en oncologie, sur le lymphome ou le myélome ou le cancer du sein, il y a énormément de pistes de réduction quand on prend tout le parcours de soins, en adressant non seulement le médicament, mais comment il est fourni, comment il est mis dans des poches ou dans des seringues, comment il est administré, le parcours patient, HDJ, HDA. Il y a énormément de leviers. Et en fait, si on veut vraiment diminuer l'empreinte carbone du médicament, il faut regarder le parcours du soin. Parce qu'on va avoir des synergies entre la partie hospitalière, la partie à domicile, la partie productive, qui vont démultiplier les efforts et parfois avec des gains économiques qui peuvent justifier d'acheter un DM un peu plus cher ou un médicament un peu plus cher parce qu'au global, on peut améliorer les deux en même temps. Alors je vois que notre temps est révolu. Je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question ou pas. Non, pas trop. Bon voilà, tant pis. Merci à tous en tout cas et passez une très bonne journée.